L'actualité à la une ce soir, un nouveau cadre de travail pour les agents de l'état civil de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, un nouveau bâtiment qui vient soulager les travailleurs et offrir davantage de services de qualité aux usagers. Son inauguration est intervenue ce jeudi en présence du président de l'Assemblée nationale. Images et commentaires à suivre dans ce 20h. Et dans ce 20h, notre feuilleton Une semaine à Orodara a un clin d'œil sur la culture du manioc dans la région. Pour cette campagne agricole, environ 1200 hectares sont mobilisés pour la production de ce tubercule. Des difficultés existent certes dans la production, mais les acteurs persévèrent. Et qu'en est-il de la transformation du manioc local? À Orodara, de nombreuses personnes vivent de cette activité. Leur témoignage à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, les taximens de Ouagadougou ne sont pas contents de la mairie de la ville. En cause, les taxes et frais de stationnement dans la ville jugés injustifiés. Les membres de l'association des jeunes conducteurs de taxi ne comprennent pas pourquoi ces frais et taxes sont payés alors que les taxis ne disposent pas dans la réalité de lieux appropriés de stationnement. Vous les entendrez dans cette édition. Et dans cette édition en Afghanistan, des morts et des blessés après des explosions à l'aéroport de Kaboul. En effet, un attentat suicide a frappé ce 26 août l'entrée de l'aéroport de Kaboul où plusieurs centaines de personnes attendaient encore de pouvoir évacuer le pays. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Un nouveau bâtiment pour la mairie de l'arrondissement 4 de Ouagadougou, un bâtiment extensible S+2 réalisé au profit de l'état civil de l'arrondissement. Son inauguration est intervenue ce jeudi en présence du président de l'Assemblée nationale. C'est un beau cadre qui devrait offrir de meilleures conditions de travail aux agents, mais aussi de meilleurs services aux usagers. Le film de la cérémonie d'inauguration avec Maimouna Traoré. Le conseil municipal de l'arrondissement 4 de Ouagadougou offre aux travailleurs du service de l'état civil un nouveau bâtiment, un cadre de travail plus adapté qui permettra de rendre des services de qualité aux usagers. C'est un bâtiment extensible en R+2 composé d'une salle des fêtes d'une capacité de plus de 250 places, 4 bureaux, 5 guichets d'accueil, 2 salles d'archives et 2 blocs de latrines. Dès l'entame de notre mandat, nous avons compris qu'au niveau de l'état civil, il y avait des soucis. Que faire? J'ai exposé le problème au conseil municipal qui l'a accepté. Maintenant, il nous fallait adresser une correspondance au maire de la ville pour proposer en fait notre vision. Lorsque nous l'avons proposé, il nous a cru et il nous a accompagnés. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons une salle véritablement qui puisse nous permettre de faire ce que nous souhaiterions faire. D'un coût d'environ 477 millions de francs CFA, le projet a été réalisé avec l'appui de la mairie centrale de Ouagadougou. L'arrondissement n'avait pas le budget pour le faire. Nous avions des lignes budgétaires conséquentes qui pouvaient le faire. Nous avons préfinancé cette construction et tous les ans, ils vont l'amortir sur leur budget d'investissement. En tout cas, nous avons trouvé un artifice légal qui permet de doter leur arrondissement et de les accompagner dans leur volonté de renforcer leurs capacités au niveau de la gouvernance. Nous ne pouvons que féliciter le conseil de l'arrondissement 4 et plaider pour les autres arrondissements, plaider pour les autres communes également. Et je pense que ce genre de projet peut être accompagné par plusieurs structures. Pour peu que le conseil municipal de Ouagadougou prenne des engagements, donne des garanties, pour peu que le ministère de l'administration territoriale aussi donne des garanties, donne des gages à ce niveau-là. Et ça, c'est un développement participatif. Et le président de l'Assemblée nationale de jouer sa partition en offrant 5 ordinateurs pour renforcer les capacités du service d'état civil, l'un des services les plus fréquentés de la mairie. Les nouvelles de la campagne agricole dans la région du nord du Burkina Faso, le ministre en charge de l'agriculture est allé s'enquérir de la situation. C'est une campagne qui donne de l'espoir pour de bonnes récoltes si les pluies continuent. Constat avec Moussaki sur place à Waïguia. Du sorgho au stade de Montaison, à 15 km à l'est de Waïguia, sur un sol quasiment pauvre. C'est ici que Boukari Ouedraogo du village de Faougodo produit de la semence variété Capelga. Tous les itinéraires techniques sont respectés. Aujourd'hui, le paysan montre fièrement au ministre en charge de l'agriculture son espace de production sémencière de 6 hectares. Je commence mes travaux champêtres en mai. Les pluies ont démarré en juin et en juillet, on a commencé le désherbage.
J'ai 18 ouvriers dans mon champ, 10 hommes et 8 femmes. Sur ce site de Niébé, à quelques encablures de Waïguia, c'est du Komkale, une variété de la légumineuse à cycle court. 55 jours suffisent pour récolter. Ici, 52 paysans dont 20 femmes, tous des déplacés internes, refusent désormais de mendier. Leur espoir de vivre réside dans les fruits de ces 4 hectares octroyés par un propriétaire terrien de la ville. Nous ne pouvons pas vendre les récoltes. Nous voulons manger. Nous souhaitons une bonne pluviométrie pour que nous ayons du niébé en abondance. Cela va aider sur le plan alimentaire. Le salut de ces producteurs du Nord repose aussi sur ces bas-fonds aménagés avec l'aide des partenaires comme la FAO, visité par le ministère de l'Agriculture. Derrière cette résilience, c'est tout un engagement de ces hommes et femmes à accompagner l'initiative présidentielle produire 1 million de tonnes de riz par an. Dans la région du Nord, il y a de l'espoir. Et il y a de l'espoir pourquoi? Parce que tout ce qu'on a vu, on a vu un bon développement homogène des spéculations. On a vu des grands bas-fonds que les gens ont aménagés, qui sont motivés, qui sont bien entretenus et qui montrent que à partir de ces bas-fonds, nous pouvons renforcer la résilience des communautés, nous pouvons faire en sorte que les gens puissent améliorer leurs revenus. Dans cette région, on s'est fixé un objectif de 314 000 tonnes de céréales, dont environ 24 000 tonnes de riz. Donc notre contribution dans cette région, c'est de 702 millions de francs CFA pour le Nord, pour accompagner la production végétale. Donc nous sommes très satisfaits avec l'évolution phénologique des riz. Une usine de fabrication d'engrais bio est ici installée dans la commune de Oula pour booster la demande en intrants. 150 tonnes d'engrais sont déjà disponibles pour la campagne à venir, avec un objectif de 500 tonnes par an pour la région du Nord. Cela grâce à la mise en œuvre de la CAIMA, centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole. L'UNPCB est en assemblée générale. L'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso a réuni à Bobo-Dioulasso les producteurs de coton pour un devoir de redevabilité de la fêtière. C'est l'occasion de présenter non seulement le bilan des activités de la dernière saison, mais également d'échanger avec les acteurs autour des perspectives pour relever les défis de la filière. Kassoum Milogo, Ismaël paraît sur place à Bobo pour les détails. Un rendez-vous annuel entre l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, l'UNPCB, et les cotonculteurs. C'est une assemblée générale ordinaire qui met au centre des échanges le bilan des activités de l'année écoulée. Elle servira aussi de cadre pour ces producteurs de coton de débattre des préoccupations de leur filière. L'objectif est que ces acteurs puissent regarder dans la même direction pour relever les défis à venir. Nous avons l'obligation de faire un bilan de la campagne écoulée et également faire la projection de la campagne à venir. C'est l'Assemblée générale qui valide tous ces programmes d'activité et permettent au conseil d'administration, accompagné de l'équipe technique, de l'exécution au cours de l'exercice. Le coton constitue un maillon essentiel dans l'économie du pays. Sa relance est un défi majeur du moment. C'est pourquoi cette rencontre est le lieu pour l'UNPCB et les autorités d'encourager les producteurs à toujours travailler pour que le coton burkinabé retrouve son lustre d'antan. Nous pensons que cette année encore, la production cotonnière va augmenter comparativement à la campagne écoulée, vu les efforts que les producteurs sont en train de faire sur le terrain. De cette manière, on ne pourrait que venir les encourager et leur dire qu'en tout cas nous sommes à leur côté et que nous allons toujours les soutenir permanemment de telle sorte à ce que les efforts qu'ils fournissent là, qu'eux puissent en bénéficier, mais que le pays aussi puisse en bénéficier. Malgré un contexte sanitaire et sécuritaire difficile, les efforts des producteurs ont été reconnus. Des producteurs qui disent être toujours engagés à relever les défis qui se présentent à eux. Déjà, pour cette campagne de 2021, l'UNPCB prévoit une production nationale de 550 000 tonnes.
Le warrantage pour sécuriser les productions agricoles et permettre aux producteurs de se protéger d'une pression sociale qui les pousse parfois à brader leurs récoltes au sortir de la saison. C'est un système pratiqué par les organisations de paysans, mais aussi par le gouvernement burkinabé. Seulement, il faut des infrastructures pour de stockage mieux réussir les opérations. Et au Burkina Faso, ces infrastructures existent mais sous-équipées. Un atelier se tient à Ouagadougou pour essayer de comprendre pourquoi cet état de fait. Le point avec Césaire Carfo et Mounira Kéré. C'est en décembre 2020 que l'inventaire national des infrastructures de stockage et de warrantage au Burkina est réalisé. 1400 infrastructures ont été recensées à travers le pays, dont 300 magasins de warrantage, 983 magasins de stockage et 92 conserveries. Autant d'infrastructures qui contribuent à la bonne conservation des spéculations et à l'amélioration des revenus des producteurs. Le travail a permis d'identifier près de 1500 infrastructures de stockage, toutes catégories confondues, dont 77% pour des magasins de stockage simple et 19% pour les magasins destinés au warrantage. Donc, il faut rappeler qu'à cause de la situation que nous connaissons, quelques localités n'ont pas pu être touchées. Donc, ce n'est pas un résultat vraiment exhaustif sur l'ensemble du territoire, mais ce qui est déjà fait est vraiment important et permet déjà d'orienter les décisions. Le riz, le maïs, le mil, de même que le niébé et les oignons sont les principaux produits agricoles qui sont stockés dans ces infrastructures. Cependant, 36,7% des magasins de stockage et 8,7% des magasins de warrantage ne disposent pas d'équipements adéquats pour leur bon fonctionnement. Environ 37% de ces infrastructures-là qui ne sont pas équipées de manière adéquate. C'est une très bonne information pour nous. Aujourd'hui, il s'agit de déployer les efforts pour équiper ces magasins pour les permettre effectivement de bien fonctionner et de permettre aux EP vraiment d'en profiter dans le cadre de leurs activités. Appel est donc lancé au cours de cet atelier de dissémination des résultats de l'inventaire pour plus de rigueur dans la mise en place et l'exploitation de ces infrastructures de stockage et de warrantage au Burkina. Une transition pour poursuivre avec notre feuilleton une semaine à Orodara et bien évidemment avec l'agriculture, notamment de la culture du manioc. Pour cette campagne agricole, environ 1200 hectares sont mobilisés pour la production de ce tubercule. Des difficultés existent dans la production, mais les acteurs persévèrent. Salif Belem, Amadine Lalsaga. C'est bientôt la récolte dans la plantation de manioc de Barthélemy Traoré. Dans son exploitation de 4 hectares, consacrée à la culture du manioc, une partie est réservée aux boutures. Le producteur s'assure déjà de la qualité du tubercule. La saison est prometteuse. Il espère un rendement de 40 tonnes de manioc à l'hectare. Avant, je produisais du maïs, mais je ne m'en sortais pas vraiment. Donc j'ai reconverti mon champ en manioc et je ne le regrette pas. Sur chaque hectare, si c'est bien entretenu, je peux avoir 750 000 francs et en plus, je vends les boutures, c'est vraiment rentable. Selon lui, son exploit est à mettre à l'actif des différentes formations reçues. Barthélemy Traoré est membre de la coopérative départementale de manioc de Orodara. Il reçoit aujourd'hui la visite d'un formateur venu s'assurer du respect des différents paquets technologiques. Lui, il a recetté, c'est un champ de semences dont il a bien recetté et puis ça a bien donné. Voilà, donc je suis très content. Je sais qu'il a bien suivi les formations. La culture du manioc occupe une bonne partie de la population de Orodara, principalement les femmes et les jeunes, nonobstant quelques difficultés qui jalonnent l'activité. Nos plantations de manioc sont très souvent confrontées à des attaques d'insectes et de rongeurs. Donc, nous reprenons les semis à chaque saison. Cela nous fatigue vraiment.
Au niveau de la commercialisation, il n'y a pas la stabilité des prix aussi entre les différents transformateurs aussi. Dans la commune de Orodara, environ 1270 hectares de terre sont emblavés pour la saison agricole 2020-2021, avec une production de manioc de 22 860 tonnes. Cependant, la quantité est loin de satisfaire la demande selon les différents acteurs. Mais qu'en est-il de la transformation du manioc local? À Orodara, de nombreuses personnes vivent de cette activité. Rien que dans la commune de Orodara, on compte une vingtaine d'unités de transformation comme celle de la coopérative Dounia. C'est une unité qui transforme 3 à 4 tonnes de manioc en atiéké par jour et ravitaille plusieurs villes du Burkina Faso. Salif Belem, Amadine Lalsaga. C'est un travail à la chaîne. Les unes épulchent et découpent le manioc. Les autres broient, pressent, puis passent à la vapeur. Dans cette unité de transformation de manioc implantée dans la ville de Orodara, ce sont près d'une centaine de personnes réunies en coopérative qui transforment le tubercule en atiéké, gari et tapioca. La capacité de l'unité, ce que nous pouvons produire par jour, nous prenons au minimum 3 à 4 tonnes de manioc par jour. Aujourd'hui, comme tous les jours, la présidente veille au grain. Madame Barrault s'assure de la qualité, une exigence de la clientèle. Je suis venu acheter du tchéké pour 1000 francs. J'en consomme et je donne aussi à mes voisins de maison. Parce que c'est la qualité et en plus de cela, l'hygiène est bien. Certains estiment que nos produits coûtent cher. Mais ce n'est pas de notre faute. Le prix du manioc a également augmenté au fil du temps. C'est compliqué pour nous. L'unité de transformation de la coopérative Dounia n'a reçu que la moitié de sa commande ce jour. Conséquence, plusieurs journalières sont en chômage pour quelques heures. Nous sommes 24 permanentes et 60 journalières. Des journalières qui sont payées chaque soir à la descente. 40 épulches et 20 pour la préparation de l'atiéké. Mais la production n'est pas suffisante, donc pour avoir la matière première, c'est compliqué. Qu'à cela ne tienne, la transformation du manioc nourrit bien son homme. Pour ces femmes, les dépenses quotidiennes proviennent de cette activité. Le travail là nous permet de nous épanouir, de payer les scolarités de nos enfants, de nous nourrir, de nous habiller. Après le décès de mon mari, j'avais 6 enfants. Tous étaient à l'école. Mais j'ai pu payer les scolarités jusqu'à aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. L'unité de transformation fonctionne depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, elle fait face à la concurrence de plus en plus rude. Une vingtaine d'unités de transformation sont également implantées dans la ville. Demain, les prochains épisodes de notre feuilleton Une semaine à Orodara vous proposent de nouveaux sujets sur la localité. Après les régions du centre, des Hauts-Bassins et de la boucle du Moun, c'est au tour de la région du Nord de lancer ce 26 août sa politique d'assurance maladie universelle. À Waïguya, environ 1115 personnes sur 1600 ont reçu leur carte d'assuré du régime d'assurance universelle. La carte est universelle et permet aux propriétaires, notamment les personnes indigentes, d'obtenir des soins gratuits dans les formations sanitaires conventionnées. Abbas Traoré, Abdourahmane Zongo. Voici ici à l'image le précieux sésame sanitaire, la carte d'assuré, distribué à plus de 1100 personnes en situation très difficile dans la région du Nord. La carte d'assuré du régime d'assurance maladie universelle donne droit à son titulaire de bénéficier de prestations gratuites dans les formations sanitaires conventionnées. Les bénéficiaires auront accès aux prestations de santé à partir du 1er septembre. Donc nous avons déjà signé des conventions avec les 20 CSPS de la région. Ils ont droit à toutes les prestations, quasiment toutes les prestations offertes dans les formations sanitaires, sauf quelques exclusions, notamment les médicaments de spécialité. Mais sinon, nous couvrons autant les consultations,
Nous couvrons le laboratoire, les médicaments, les hospitalisations, la chirurgie. Certains bénéficiaires apprécient. Avant, on ne pouvait pas se rendre à l'hôpital. Mais avec cette carte, ça va. Je suis très contente. La carte est très utile. On a facilement accès au centre de santé pour une prise en charge. L'opérationnalisation de la politique d'assurance maladie universelle est progressive et pour l'instant, 4 régions sont concernées. Il s'agit du centre, des Hauts-Bassins et de la boucle du Mugun qui sont déjà dans la distribution des cartes depuis 2 ans. Quant à la région du Nord, elle vient de procéder au lancement de la distribution des cartes ce 26 août. Dans l'actualité ce soir, l'association des jeunes conducteurs de taxi de Ouagadougou hausse le ton contre la mairie de la ville. En cause, les taxes et frais de stationnement dans la ville. Les membres de l'association ne comprennent pas pourquoi ces frais et taxes sont payés alors que les taxis ne disposent pas dans la réalité de lieux appropriés pour stationner dans la ville. Face à la presse, les responsables de l'association dénoncent donc la situation et demandent à la mairie une suspension des frais de stationnement. Nongbakouda, Amadou Marcelto. Des frais de stationnement et autres taxes versés à la mairie de Ouagadougou sans un véritable lieu de stationnement à leur disposition. C'est ce que dénonce l'association des jeunes conducteurs de taxi face à la presse. Victimes de tracasseries policières au quotidien, ces taximans plaident pour la suspension de ces taxes qu'ils jugent inopportunes. On paie trop de taxes. Mais stationnement, on n'a même pas, on nous doit de payer. C'est la force physique. Donc tout ça, on veut qu'on enlève ça pour payer les patentes. Il faut occuper une place publique. Tu paies la patente. D'accord? Mais si on n'occupe pas une place publique, on ne va pas les payer. En plus, on est de faut payer stationnement. On n'a pas stationnement. On s'assoit où? À chaque fois qu'on gare, elle n'est pas là. Chaque fois, soit ce n'est pas la police qui vient te prendre, soit c'est toi les boutiques qui ont le problème. Alors pour éviter tout ça, la mairie quand même doit travailler à trouver un point consensus pour nous. Il n'y a pas de problème, on va continuer à payer. Mais actuellement, il n'y en a pas. On dit de payer. Pendant 5 ans, on n'a pas, on paye. Pourquoi? Cette démarche fait suite aux multiples demandes d'audience sans succès avec le maire central de Ouagadougou. La JCT déplore également l'inaction du syndicat national des taximans du Burkina Sintab, à qui elle demande des comptes pour le bien-être de la corporation. La coordination nationale de lutte contre la fraude au Burkina Faso tient sa 2e session ordinaire pour l'année 2021. Il s'agit pour les membres de cette structure chargée de réprimer la fraude et la contrebande au Burkina de se pencher sur le thème de la lutte contre la fraude sur les hydrocarbures au Burkina Faso, une pratique qui fait perdre beaucoup de recettes au budget national. Estelle Judith Assogba. Les hydrocarbures constituent la principale source d'énergie de notre pays. Pour rendre cette source disponible de façon permanente, le gouvernement a créé une structure chargée de leur importation et de leur stockage. Malheureusement, cette structure subit de nos jours une concurrence déloyale des fraudeurs et autres contrebandiers. Une activité illégale qui occasionne une perte de recettes pour le trésor public. Les membres de la coordination nationale de la lutte contre la fraude décident de se pencher sur la question à cette 2e session ordinaire de l'année. Il y a une seule société qui est habilitée à importer et à contrôler sa qualité. Et nous nous sommes rendus compte que le pays est envahi par des hydrocarbures qui rentrent de toutes parts. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter en tout cas cet envahissement-là? C'est ce que nous allons chercher à faire avec les différents acteurs, afin que l'État perde moins de recettes et que le pays ne soit pas aussi envahi par des hydrocarbures de mauvaise qualité. Voilà. Et nous avons aussi le problème de l'insécurité qui est là. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, nous ne savons pas où va réellement les hydrocarbures qui ne passent pas par le circuit normal. Les acteurs intervenant dans le secteur des hydrocarbures, ceux relevant du domaine du contrôle, les marketeurs et les importateurs prennent part à cette session. Une session au cours de laquelle ils vont faire l'état des lieux de la fraude des hydrocarbures, parcourir la réglementation en vigueur dans le secteur et trouver les voies et moyens pour lutter efficacement contre la fraude sous toutes ses formes. À l'issue des travaux, ils vont faire des recommandations qui seront adressées au gouvernement pour réduire le fléau, voire l'éradiquer.
Environ une 80aine de maçons formés dans la construction de voûtes nubiennes ont vu leur savoir-faire valorisé à travers des attestations ce mercredi à Dédougou. C'est une première édition de validation d'acquis d'expérience de ces maçons voûtes nubiennes, une initiative de l'association voûtes nubiennes en collaboration avec le conseil régional de la boucle de Moune. Karim Ouedraogo sur place à Dédougou pour les explications. Camille Sanou reçoit des mains de Viviane Waro son attestation de fin de formation. Une attestation qui vient confirmer ses compétences dans la construction des voûtes nubiennes. Comme lui, ils sont au total 77 maçons à bénéficier de ce parchemin qui valorise leur savoir-faire. Ça fait depuis plus d'une quinzaine d'années on construit les bâtiments en voûte nubienne. On n'avait aucun papier qui pouvait attester que nous sommes les maçons voûtes nubiennes. Et aujourd'hui, on est content, on a réussi ces papiers aujourd'hui et nous sommes fiers de nous. Et ça va nous aider aussi dans les projets à venir. Là, on va aller postuler pour des constructions. Les gens auront confiance en nous maintenant que notre technique là vraiment a été reconnue par l'État burkinabé. Ce projet de validation d'acquis d'expérience des maçons voûtes nubiennes est à sa première édition. Financé par Expertise France, il consiste à un test de niveau après la formation. Donc pendant ces 1 mois, ces maçons ont apporté les preuves de leur expérience. Donc ils ont constitué un dossier qui retrace un peu leur parcours, leur expérience, tout ce qu'ils connaissent, les photos de leur bâtiment, des vidéos qui les montrent en train de travailler et qu'ils ont soumis à un jury et qui a essayé de vérifier les informations qui ont été envoyées. Et après, il y a eu une délibération à la fin. En 2 ans, 2020 et 2021, l'association voûtes nubiennes a construit 1000 bâtiments au Burkina Faso et formé plus d'1 millier d'artisans à cette technique de construction ancestrale et écologique. Ce fait divers avant de poursuivre, la pluie de ce jeudi a plongé les commerçants du grand marché de Fadane Gourma dans les mois. Un enfant a péri dans l'effondrement d'un bâtiment du marché alors qu'il traversait l'édifice. Le bâtiment avait été abandonné depuis 2011 suite à un incendie et était en instance de destruction. Une commerçante plus chanceuse a fait également les frais de cet écroulement, mais s'en sort avec des blessures. Transportée d'urgence au centre hospitalier régional de Fadane Gourma, sa vie serait hors de danger selon les témoignages recueillis sur place. Le constat avec Aruna Kaboré et Jérôme Tendano. C'est un jeudi noir au marché central de Fadane Gourma. Les 20,5 mm d'eau tombée ont plutôt apporté tristesse et désolation. Une partie du bâtiment abritant les boutiques Kakola s'est écroulée, fauchant la vie à un adolescent, blessant une femme. Le papa a envoyé son enfant d'aller payer un sachet à la boutique la boutique bleue qui est là à côté. Et de retour de sachet, voici le sachet même en plastique qui est toujours posé et le bâtiment s'est écroulé sur l'enfant. Et il y a une dame aussi qui partait pour se soulager au niveau des toilettes. Elle a perdu son pied dedans. Bon, elle au moins ça va, mais l'enfant a perdu la vie. L'alerte avait pourtant été donnée par les commerçants. La procédure de destruction enclenchée il y a seulement une semaine. Moi-même, j'ai interpellé le directeur de l'EPCD qui a envoyé une équipe de techniciens qui sont venus ensemble. On a constaté que le bâtiment était en train de vouloir tomber et ils ont pris des initiatives pour démolir et évacuer ce bâtiment brûlé là. Joint au téléphone, le deuxième adjoint au maire Fadel Alexandre Chombiano explique que le conseil municipal de Fadane Gourma avait fini par dissocier le terrassement de l'édifice de sa longue procédure de reconstruction. Il rassure que des dispositions sont prises pour la démolition du bâtiment dans les prochaines heures. Et pour fermer cette édition en Afghanistan, des morts et des blessés après des explosions à l'aéroport de Kaboul. En effet, un attentat suicide a frappé ce 26 août l'entrée de l'aéroport de Kaboul où plusieurs centaines de personnes attendaient encore de pouvoir évacuer le pays. Au moins 13 personnes sont mortes. 2 explosions ont secoué Kaboul ce jeudi, alors que les évacuations touchent à leur fin. La première a surpris les Afghans à Abbey Gate, l'une des portes de l'aéroport, où des milliers de personnes sont massées, espérant fuir le régime des talibans de retour au pouvoir après 20 ans. Les chiffres des victimes diffèrent, entre 6 et 13 morts, une trentaine de blessés
et 3 blessés aussi parmi les militaires américains qui sont encore 5400 à sécuriser l'aéroport. Selon le Pentagone, il y a des victimes parmi les citoyens américains. Alors que le risque d'une deuxième explosion était mis en avant, une attaque a eu lieu en effet près de l'hôtel Baron, l'un des hôtels les plus prestigieux à Kaboul, situé juste à côté de l'aéroport, qui accueille beaucoup d'étrangers. Les talibans avaient assuré qu'ils n'attaqueraient pas avant le retrait total des forces américaines le 31 août. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais les auteurs de ces 2 attaques pourraient être les Afghans liés à l'État islamique, des talibans mécontents qui ont une vision encore plus extrême de l'islam. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.